Merci de m'inviter à ton nouveau podcast Parle-moi de ça, mais tu dis que tu es rendu à presque 30 épisodes. 22. 22. Ah, c'est le 22. Ça va bien, ça va dans la bonne 22e direction. aujourd'hui. Mais tu me disais que tu as commencé ça parce que tu étais, à la fois passionné, puis deux, je ne sais pas si tu veux qu'on en discute dès le début du podcast, parce qu'on a partagé la même addiction, en fait, pour le gambling, et ça t'a permis de faire un transfert de dépendance pour quelque chose de beaucoup moins nocif. Puis ça, je te félicite pour ça. Merci de m'inviter sur ton podcast parce que les gens passionnés, ça me passionne. Et aujourd'hui, on va commencer le podcast. Là, j'ai l'impression d'avoir pris le contrôle de ton podcast. Ça. Mais ça va être comme ça va se passer. Laisse-toi bercer, mon chum. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Steven Bilodeau, je suis dans la vie un vétéran des Forces armées canadiennes ou aussi un humoriste. Et je suis porte-parole des Fromageries Victoria pour la nouvelle campagne de financement qui s'appelle « Une poutine, un don, une bière, un don ». Et je vais vous expliquer ça, ce partenariat-là. Puis c'est ce que je vous présente. En fait, si tu veux déboucher ta bière, on va j'avais hâte d'y goûter. J'ai vu l'annonce. Là. On va se faire un chin. Yeah. All right. Et on remercie les Fromageries Victoria qui nous donnent ce petit breuvage-là aujourd'hui. Puis je t'explique l'histoire. Michael Girard, qui est un ancien combattant propriétaire de plusieurs succursales des Fromageries Victoria, puis on arrive à 28 succursales des Fromageries Victoria bientôt, a décidé cette année d'en faire un peu plus pour les hommes et les femmes qui ont décidé de servir les Forces armées canadiennes. C'est une bière commémorative qui a été brassée en collaboration avec les brasseurs... comment ça s'appelle? Attends un petit peu. Le Quai des brasseurs. Ouais. Quai des brasseurs, c'est pas loin d'ici. Moi, c'est juste le bord du fleuve. Exactement. Donc, on les salue. Merci d'avoir frappé cette bière-là. J'allais dire aux couleurs des anciens combattants et des militaires parce qu'on voit un genre de design, un pattern militaire, mais avec une couleur orange. Je trouvais ça très, très cool. Puis c'est flashy. C'est une bière, c'est une blonde, lager, très douce, très, j'allais dire familiale, mais c'est pas pour les enfants. Non, c'est ça. Mais allez vous les procurer parce qu'ils sont en vente exclusivement dans les Fromageries Victoria et pour une quantité limitée. On arrête le 11 novembre prochain. Et ce qui est important de comprendre là-dedans, 2 $ par vente de canettes, ça va au Centre des familles militaires, le Centre des ressources des familles militaires de Valcartier pour supporter justement leurs opérations. Donc, tout ça est dans un effort collectif de supporter les familles qui supportent les vétérans et vous supportez les hommes et les femmes qui ont décidé de servir notre pays. Puis c'est drôle parce que sur la canette, c'est marqué, et puis c'est un peu ça le mot d'encouragement, c'est une gorgée pour ceux qui ont tout donné. Ouais, donc, ça. et si, j'espère que le podcast va sortir avant le 11 novembre, mais si vous faites l'achat d'une Victorieuse, c'est ça son nom, c'est la Victorieuse, envoyez-moi une photo de vous qui a acheté ça. Sur Steven Bilodeau? Sur Steven Bilodeau, humoriste. Faites un petit salut à la bière. Puis moi, je vais vous placer sur mes réseaux sociaux. Ça va me faire plaisir parce que tout ça est une belle initiative des Fromageries Victoria. Je suis fier de porter le message et d'encourager les gens dans cette campagne de financement-là. Et vous allez voir aussi bientôt, le 11 novembre en particulier, on va avoir chez Fromagerie Victoria. Ça s'appelle Une bière, un don. Donc, 2 $ par poutine, indépendamment du format. Okay. Ça en va aussi au Centre de ressources des familles militaires de Valcartier. Donc, belle présentation. Cheers, mon chum. C'est le fun que ça soit la microbrasserie du coin. Mm. Ça je trouvais que tout était dans tout aujourd'hui. C'est ça. En plus, mon gilet des Chiefs qui match avec ton mobilier. Et à partir de là, je te redonne le contrôle de ton podcast. Ben, y a pas de problème. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Puis bienvenue au podcast. Puis... écoute, Steven Bilodeau, moi, je t'ai connu à des annonces que tu faisais pour le kit du Jobber. J'ai ri. Là, j'ai découvert que tu étais humoriste, puis tu avais fait beaucoup de podcasts. Ouais. Tu en avais un aussi? Oui, Soundcheck. J'en ai deux. Deux? J'en ai deux. En fait, le Soundcheck podcast, c'est mon premier podcast qui est né, je vais dire post-pandémie, mais en fait, au milieu de la pandémie, j'avais lancé une soirée d'humour parce qu'on voulait se relancer, tous les humoristes ensemble. Dans la région de l'Outaouais, j'ai parti un podcast pour favoriser la vente de billets, pour donner un spectacle supplémentaire dans le pré-show. Puis je me suis dit, je vais ramasser les humoristes qui vont venir me jaser avant le spectacle. Donc, ça va être un plus-value à tout ça. Puis faire découvrir moi comme artiste et comme intervieweur, je veux dire podcaster. Parce que ça gagne en popularité, les podcasts. Oui, c'est ça. Donc, j'ai commencé devant le public. J'adorais
être devant le public parce qu'il y a une énergie, il y a quelque chose qui se passe. Puis c'est en fait l'aspect spectacle qui amène le podcast ailleurs quand tu es devant le public. Donc, de fil en aiguille, 2 saisons devant le public. On est rentré en festival aussi, des festivals d'humour. On est allé au Festival Le Joyeux de Mont-Laurier, Festival Le Joyeux de Mont-Tremblant. On a fait Festival Juste pour rire. Donc, on a fait plusieurs festivals. Puis notre rôle était, grosso modo, de créer du contenu pour la chaîne, pour du contenu humoristique, puis en même temps pour faire découvrir les festivals ou les festivités autour des événements auxquels on a été engagé. Donc, Soundcheck Podcast, depuis plus d'1 an maintenant, a pris une nouvelle direction parce qu'on rencontre des vétérans des Forces armées canadiennes ou des personnalités publiques pour mousser le visionnement du podcast. On les rencontre maintenant en studio. J'ai une nouvelle collaboration avec TVC 22, qui est du côté de Rockland, dans l'Est ontarien. C'est la télé communautaire dans l'Est ontarien qui me diffuse, ainsi que tout le réseau MaTV, partout au Québec, diffuse maintenant le Soundcheck Podcast, qui est davantage un podcast, comment je pourrais dire ça, plus sensible, où est-ce que j'ai envie d'humaniser les hommes et les femmes qui ont servi les Forces armées canadiennes. Puis rapidement, vous allez voir, je vais rentrer les premiers répondants à l'intérieur de ça. Je vais rencontrer aussi les premiers répondants parce qu'on partage une réalité commune, puis des blessures communes. Je pense que ça va élargir un petit peu l'audience et nous permettre de faire découvrir plus nos vétérans ou nos soldats. Ça, on peut le voir sur toutes les plateformes? Toutes les plateformes, ma chaîne YouTube, Steven Bilodeau humoriste, le Soundcheck Podcast, ainsi que allez downloader l'application Radio Crash, parce que là, j'ai signé une nouvelle entente en collaboration avec Aventure Chasse et Pêche. Radio Crash est comme le médium d'Aventure Chasse et Pêche, et puis on produit un deuxième podcast qui s'appelle Feu à volonté. C'est un podcast humoristique où est-ce qu'on tire un peu partout. Je te dirais que c'est pas juste humoristique, c'est un podcast d'humeur, donc ça se peut qu'on place un peu d'éditorial là-dedans, qu'on challenge du monde, qu'on parle des vraies affaires, mais l'important, c'est que ça se fasse d'un point de vue humain et qu'on soit là pour rassembler et non diviser. Mais tu trouves le temps où pour ça? 2 podcasts? Je me le demande. Hier, je tournais justement un épisode, puis c'est ce que je disais à mon co-animateur, Fred Gamache. J'ai dit, Fred, je pense qu'on commence à en avoir trop, ses épaules. Puis j'ai dit, je pense qu'on commence à en avoir trop, mais c'est pas juste nous. Je pense que la population en général s'en met trop ses épaules. J'ai l'impression qu'on a, avec les réseaux sociaux, on a pris une cadence qui est pas nécessairement saine pour tout le monde. En tout cas, je vais parler pour moi. Je pense que j'en ai beaucoup trop et je commence à diluer, c'est en toute humilité, là, je commence à diluer le produit parce que je manque de sommeil, je manque de temps pour peaufiner d'une gig à une autre ou d'un podcast à un autre. Donc, on fait du volume plutôt que de faire les choses, comment je pourrais dire ça, d'une façon plus fine. Donc, des fois, on va tourner les coins ronds. Fait que je pense que j'ai un devoir d'introspection à faire pour en enlever un petit peu dans mon horaire parce qu'on a 24 heures dans une journée. On réalise à un moment donné qu'on va au-delà de nos limites. Puis, il est là quand tu es... je vais dire, tu es un ancien toxicomane parce que j'inclus le gambling comme dans la toxicomanie également. Donc, c'est important de, oui, s'étourdir pour rester en équilibre, mais en même temps, c'est important de ne pas perdre le ballon pour justement se ramasser en déséquilibre. C'est un travail de tous les jours, tu le sais. Oui. Même avec les podcasts, c'est quand on se met là-dedans puis qu'on trippe à faire ça, puis on réalise que wow, on fait du bien à des gens, on parle à des gens, puis ça nous amène justement à rencontrer des êtres humains qu'on n'aurait pas rencontrés autrement parce que, comme tu as mentionné tantôt, tu vas à l'épicerie, puis les gens te parlent du podcast. C'est ça. Donc, c'est la force, justement, du podcast d'aller rassembler les gens dans une époque où c'est que les gens, plusieurs personnes semblent très à l'aise à rester en arrière de leur ordinateur et ne plus créer des liens les uns envers les autres. Même si on n'en retient pas un profit monétaire, là, moi, je trouve que c'est valorisant de se faire dire hey, « j'ai aimé cet épisode-là. Hey, tu devrais inviter un tel. » Puis là, tu t'échanges avec du monde que, normalement, tu n'auras pas échangé. Là, moi, j'adore ça. Mais comment tu as vécu ça, toi, l'arrivée du podcast?
ça l'a grimpé quand même assez. Ça faisait longtemps que ça existait, mais qu'à un moment donné, ça a explosé. Hein. Oui. Je pense que dans mon cas, je voulais faire partie de la parade. Okay. Je trouvais que c'était une bonne façon de se faire connaître du grand public sans nécessairement développer mon art, qui est le stand-up, et d'être connu au travers des grands réseaux de télévision ou des grandes scènes au Québec. Malgré que je fais le tour des grandes salles de spectacle aujourd'hui en première partie de Mathieu Cyr, et pendant 2 ans, j'ai été la première partie de Avant la fin du monde avec Mathieu Cyr et Olivier Martineau. Une opportunité extraordinaire de se faire découvrir. Et je pense que quand on commence l'humour sur le tard, à mon âge, il y en a plus de fait qu'il en reste à faire. Mais c'est important de faire ton nom. C'est important de te faire découvrir parce que l'enjeu des producteurs, c'est aussi que l'humoriste qu'on engage soit capable de vendre des billets. C'est une business. Donc, c'est important de savoir où est-ce que tu te situes dans le business puis comment être capable de te commercialiser, comment te mettre en marché pour être capable d'être sélectionné. Parce qu'au Québec, on a du talent en humour, c'est juste fou raide, fou malade. Et faut que tu vois ça comme un grand marathon. Un grand marathon où est-ce que des fois, ça va être plus facile parce que tu es bon en montée ou tu es bon en descente, mais des fois, ça va être plus difficile parce que tu vis un moment plus difficile dans ta vie. Donc, faut que tu aies une vision à long terme plutôt que d'avoir une vision micro où tu fais un spectacle, tu penses que c'est le spectacle de ta vie, mais le lendemain, ce spectacle-là n'existe plus puis tu dois penser au prochain. Oui, c'est ça. Donc, un coup que tu as accepté cette mentalité-là, que tu ne peux pas toujours être au top parce que tu n'es pas toujours au top, tu vas travailler d'une façon continue sans nécessairement toujours juger où tu es en ce moment. L'important, c'est d'être heureux. L'important, c'est de faire ce qu'on aime. Puis, je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Ah, bien, merci. Puis, le podcast, est-ce que ça l'aide, ça l'aide à te faire connaître? Oui. Mais comme moi, mettons, là, que j'ai pas, mettons, je suis pas humoriste, je suis pas une personnalité publique. Ouais, c'est un petit peu plus difficile pour moi de percer, dans le fond. Dans le domaine où il y en a qui réussissent pareil juste avec le podcast. Comme on parlait en pré-entrevue, l'important, c'est de se démarquer. Ouais. De se démarquer des autres. Peu importe par quel type de signature ou que ce soit ta personnalité, l'important, c'est de se démarquer. Tu pourras pas plaire à tout le monde. Puis ça, j'ai réalisé ça, puis tu me confiais que tu étais un gars sensible. Je suis un gars sensible aussi. Puis au début, je voulais faire plaisir à tout le monde. Je voulais que tout le monde m'aime parce que, à prime abord, je déteste personne. Tu sais, je vais détester quelqu'un. Souvent, si la personne me déteste, si je le comprends ou je le comprends pas, c'est probablement que c'est le mécanisme de défense mais à prime abord, j'aime les gens. Je voulais plaire à tout le monde, mais on ne plaît pas à tout le monde. Quand on fait des arts de la scène, on va plaire à une certaine clientèle. Des fois, ça va être une clientèle qui va être plus large, des fois une clientèle plus étroite. Mais l'important, c'est que tu le fasses pour ceux qui t'aiment, puis ceux qui te suivent. Et le succès, ça ne se mesure pas en abonnés, mais ça se mesure, je pense, en indice de bonheur. Oui, c'est ça que je réalise. Là, quand je vois mon monde, puis ils me disent « Ah, j'ai écouté ton podcast. » Puis en tout cas, moi, j'aime bien ça. Puis après ça, c'est le bouche à oreille qui va faire son œuvre. C'est sûr, si tu sponsorises tes extraits, si tu t'investis dans la visibilité, parce que les algorithmes fonctionnent différemment d'une plateforme à une autre, l'important, c'est que tu vas être vu et entendu des autres. Donc, prends les moyens pour te faire voir et te faire entendre. Puis après ça, les gens vont juste s'abonner, vont continuer à suivre ton contenu. Puis des fois, pas nécessairement de façon continue, mais parce qu'ils sont intéressés aux invités que tu invites ou que de toi, comme être humain, bien, ils vont accrocher puis ils vont te suivre pour longtemps. À date, tous les invités, je me sentais à l'aise, c'est ça qui est le fun. J'ai pas eu de misère avec aucun invité. Là. Ça t'a-tu déjà arrivé d'avoir de la misère avec un invité sans le nommer, là, mettons? Oui, il y a des entrevues qui étaient plus difficiles. Les gens qui sont en représentation, que l'image est très importante, c'est plus difficile de leur tirer des verres du nez parce qu'il y a une carapace. Ils arrivent avec une image. Une image, oui, qu'ils veulent projeter, mais aussi, je te dirais des fois de façon inconsciente, c'est qu'ils veulent se protéger. Ils veulent se protéger des fois pour ne pas tomber dans l'émotion. Ouais. Des fois pour ne pas
discuter de choses qui pourraient les embarrasser dans leur carrière. Donc, si tu as un bon senti, ça va bien au micro parce que tu n'iras pas là et tu ne vivras pas ces malaises-là, tu vas les contourner. C'est de développer une connexion au départ. Oui, c'est ce que tu veux, parce que ce que tu veux, c'est des confidences. Tu veux des choses qu'ils n'ont pas dit ailleurs, puis trouver, justement, qu'est-ce que tu aimerais tirer comme information de moi que les autres n'ont pas réussi à tirer de moi. Puis, as-tu remarqué que dans le domaine du podcast, le monde s'entraide beaucoup plus? Tu sais, ils vont dans un podcast comme l'humour. Quel humour, oui. Oui, quel humour, parce que je n'ai déjà entendu parler. Mais encore là, il n'y a pas vraiment de compétition. Mais quand j'y réfléchis, c'est peut-être pas parce que les gens collaborent pas tant entre eux, mais davantage parce que tu as souvent un groupe de gens qui évoluent avec toi, puis c'est avec eux que tu vas partager des conseils, des trucs que tu vas discuter sur des projets que tu ne partageras pas avec les autres pour ne pas te faire voler ton idée. Fait que, pour le podcast, je pense qu'il y a plus de collaboration, bien entendu. C'est pour le mieux. En fait, le podcast, c'est la nouvelle télévision. C'est la télévision de demain. Mon podcast, comme j'ai mentionné, il est à la télévision communautaire, éventuellement, peut-être dans une station privée. Puis là, tu es parti sur une lancée sur l'humour. Depuis 2018, je pense que tu as... 2018, l'École nationale de l'humour à l'automne, ça a été un cours, je pense que c'était introduction à l'humour. En fait, c'était pas on ne touchait pas encore le stand-up. Okay. On regardait... qu'est-ce qu'on voyait là-dedans? Mario Bélanger, qui était mon professeur à ce moment-là. Mario, un homme extraordinaire, qui est beaucoup dans le jeu, beaucoup théâtral, beaucoup... c'est un artiste très discipliné, très versatile. Fait que Mario m'a amené à voir si j'avais envie de jouer avec mon corps, tu sais, comme en stand-up, parce que tu peux jouer avec les paroles, mais tu peux jouer aussi énormément avec ton corps. L'improvisation, la répartie. Donc, c'est ça que j'ai découvert pour m'intéresser davantage au stand-up. Bien entendu, c'est une introduction. Mais j'attendais la possibilité de rentrer sur écriture humoristique à l'École nationale de l'humour en cours du soir. Okay. Avant ça, étant donné qu'il y avait une pause entre les deux, j'ai pris un cours avec Acting Company à Ottawa et j'ai commencé à faire du stand-up en anglais. Okay. Ma première scène, mars 2019, c'est ça? Mars 2019, oui. Ma première scène en anglais. Je pense que j'avais fait 11 minutes de stand-up. Je suis sorti de là, j'étais gonflé à bloc, puis j'étais prêt, d'en faire à tous les soirs. C'est plus difficile en anglais? La réalité est semblable. L'approche, des fois, est différente, tout dépendamment t'es où au Canada anglais. À Ottawa, la promiscuité avec le Québec fait en sorte que c'est très, très, très similaire. Par contre, j'ai l'impression que le milieu anglophone est... Comment je pourrais dire ça? Ça évolue un peu moins vite que le stand-up du Québec. Ils sont plus conservateurs. Okay. Je pense de la façon dont ils font du stand-up. Et même les clubs, de la façon dont ils présentent leur spectacle. On est encore à inviter des humoristes de la relève à faire des concours et à leur faire vendre des billets pour fouler leur salle. Ce qui, au Québec, mais là, nonobstant le Gong Show, parce que le Gong Show paye les invités, paye les juges. Mais en anglais, on utilise encore beaucoup les humoristes de la relève pour fouler les salles de spectacle sans que ça lui coûte une scène. Okay. C'est quelque chose qui moi, des fois, vient me chercher un petit peu. Oui, c'est ça. Il y a un temps où... c'est... Très peu d'argent et c'est très long avant qu'un club te donne la possibilité de faire l'animation. C'est difficile de rentrer dans un club où... C'est plus difficile. Le public, est-ce qu'il est plus difficile qu'au Québec, je veux dire, à starter ou à ferrer? Je te dirais, dans mon cas, étant donné que je suis un ancien militaire, ça a été super facile. Okay. Et j'ai un très grand support du côté Canada-anglais. Ce que j'avais pas du côté québécois quand j'ai commencé, juste de dire que j'étais un vétéran des Forces armées canadiennes, il y avait une indifférence marquée au Québec où des fois des gens pouvaient détester
le choix de carrière que j'avais pris, simplement parce que la nature du travail n'est pas... comment je pourrais dire ça? N'est pas nécessairement toujours bien. OK. Ouais. C'est ça. Partout au Canada, l'armée, c'est bien vu, mais au Québec, un petit peu moins. Oui, exactement. C'est quand même spécial, pareil. C'est spécial. Par contre, l'histoire peut expliquer le pourquoi on en est rendu là aujourd'hui. Puis le travail, puis c'est sans mentionner toutes les tragédies qui ont été médiatisées. Où c'est que des hommes portaient l'uniforme puis ont commis des actes criminels. Donc, c'est rien pour aider la réputation et diminuer les préjugés, mais c'est la raison un peu de mon podcast, c'est de présenter les hommes et les femmes comme ils sont, de où ils viennent, parce que des fois, il faut comprendre qu'il y a des similarités entre quel genre d'humain va s'enrôler pour les Forces armées canadiennes. Il y a vraiment, puis plus que j'en fais, plus que je réalise aussi qu'on se ressemble un petit peu tous. Je ne dis pas qu'on est tous semblables, mais on se ressemble, on se rejoint à plusieurs endroits. Puis même, une fois que la carrière est terminée, le retour à la vie civile, puis tu vas voir, on va rentrer là-dedans, c'est on partage les mêmes difficultés. Puis la première chose à faire quand on sort des Forces armées canadiennes, bien, ça va être, premièrement, aller chercher de l'aide si tu as besoin d'aide à désensibiliser des blessures ou un syndrome de stress post-traumatique lié à un événement traumatique ou plusieurs événements traumatiques. Et après ça, c'est la recherche de ta nouvelle identité. Tu sais, c'est cool ce que tu as fait. Les gens vont se souvenir de ce que tu as fait, mais l'important, c'est aujourd'hui, maintenant, c'est quoi ta valeur? Oui, ton passé amène une valeur, amène une expérience, mais c'est pas tout. Tu sais, aujourd'hui, il faut que tu continues à te valoriser, continuer à avoir de l'estime de toi, il faut que tu continues à avoir une valeur pour les gens qui t'entourent et pour les gens qui t'entourent, puis pour le public. Continuer à servir d'une façon différente, ne serait-ce que de retrouver un emploi dans la population civile, un emploi de salarié, et là, tu continues à contribuer, mais d'une façon différente que tu le faisais quand tu portais l'uniforme. Est-ce que tu dirais que tu mets ta vie en pause pendant les années que tu es dans l'armée, puis après ça, c'est comme tu réapprends comme à vivre Beaucoup d'entre nous, oui, parce qu'il y en a qui sont rentrés à 17 ans dans les Forces armées canadiennes. Donc, quand tu es rentré tôt dans l'armée, tu ne connais pas d'autre chose que l'armée. Donc, des fois, je fais le parallèle avec... c'est un peu être institutionnalisé. C'est un peu comme passer du temps en prison. Ouais. Ta vie a été sur pause. Tu as fonctionné d'une certaine façon, tu as été encadré, tu n'as pas vraiment pris de grandes décisions, tu as exécuté des ordres, tu as suivi une routine. Et là, quand tu sors, c'est là où il faut que tu réapprennes, justement, des fois, ton leadership dans ta propre vie. Tu dois réapprendre à te comporter différemment en société parce que l'armée t'endoctrine à t'es beau, t'es grand, t'es fort. C'est toi qui dois sortir de là vivant sur le champ de bataille. Ça ne s'applique pas à tous les jours au Walmart. Là. Tu comprends? Tu ne peux pas avoir la même attitude envers les gens parce que tu n'as pas la même autorité puis tu n'as aucune raison d'appliquer une autorité X, Y, Z. Tu sais, moi, j'en vois des anciens combattants. Ça se veut être les shérifs de la route. Tu sais, puis tout ça, on peut le comprendre de par des déclencheurs et comment je pourrais dire? Il y en a beaucoup d'entre nous qui ont le sens de la justice et veulent continuer à être des justiciers, mais aujourd'hui, tu n'as pas de mandat de justicier, tu n'as pas de mandat de policier, tu n'as pas de mandat. Alors, c'est de réapprendre à vivre en société. Puis, je vais m'adresser aux Québécois qui, des fois, ont une indifférence ou des fois qui détestent un peu les militaires puis les vétérans. Puis c'est vrai qu'on vient avec un lot de problèmes puis un PTSD. Quand tu as appris à te battre, quand tu as appris à tuer, ça peut être épeurant pour quelqu'un qui ne sait pas si le vétéran est traité ou il n'est pas traité. Donc, ça en fait, pour certaines personnes, une bombe à retardement, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Je ne dis pas que ça ne peut pas exister, ça peut exister, mais ce n'est pas systématique que tous les vétérans ont un syndrome de stress post-traumatique et qui sont des bombes à retardement parce qu'ils ne sont pas traités
et commencez à changer vos mentalités parce que les vétérans sont très bien supportés maintenant par les anciens combattants Canada. Ben, on va continuer après la pause. C'est très intéressant. Ça m'intéresse, ce côté-là. Mais toute ton histoire m'intéresse. Si je parle trop, tu me le dis. Non, c'est super. On revient La victorieuse. Yes, sir. Juste avant la pause, on parlait des préjugés là, envers les vétérans des militaires. Oui. Et puis, c'est ce que j'avais comme message aux Québécois, c'est commencer à avoir de l'empathie pour les vétérans et les militaires parce que vous jouez un grand rôle sur le succès de leur réinsertion dans la vie civile. Pas leur réinsertion sociale, on n'est pas en milieu carcéral, mais leur réinsertion dans la vie civile. Il y en a beaucoup que je vois encore être pris chez eux parce qu'ils réalisent que de retourner sur le marché du travail vient avec des gens qui vont juger de leur parcours, qui vont juger de leur santé mentale, qui vont juger aussi de leur capacité, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui vont quitter le service avec des grandes limitations. Ouais. Et c'est difficile quand tu arrives vers un employeur de dire, regarde, j'ai envie de continuer à travailler, mais je ne suis pas capable de travailler à temps plein. Ou si je suis capable de travailler, j'ai de la difficulté avec ça ou ça, ce qui fait en sorte qu'il faut que l'employeur soit, comment je pourrais dire, qu'il soit compréhensif, qu'il peut arriver des limitations avec le service militaire. Donc, si on élimine tous les préjugés, si on accueille les vétérans et les militaires à bras ouverts, bien, ça va faire en sorte qu'il va en avoir moins chez eux dans une invalidité totale et permanente parce qu'ils n'ont pas été capables d'être accueillis. Puis c'est drôle parce qu'ils ont signé un chèque en blanc. Ils ont pratiquement signé leur vie pour servir le pays. Puis je comprends que pour certains, le Québec, c'est pas le Canada, mais on est tous Canadiens-Français. Ce sont pour la plupart des Québécois. Donc, c'est important que la population ait un rôle à jouer dans, justement, le retour à la vie civile, puis d'accueillir ces hommes et ces femmes-là qui prend, leur établissement en main aujourd'hui, enfin, parce que leur établissement commence par la volonté de vouloir aller mieux. Puis là, je ne pousserai pas une méthode plutôt qu'un autre. Là. Les psychothérapeutes sont là pour le faire. Et après ça, bien, d'être plus sensible à cette réalité-là que les hommes et les femmes doivent réapprendre à travailler dans la vie civile avec des nouveaux codes. Parce qu'on voit partout, pas dans le monde, mais aux États-Unis, ces affaires-là, je ne veux pas comparer avec les autres, mais peut-être au Canada, on le voit aussi. Un militaire arrive dans Tim Hortons et se fait payer un café. Oui, ça m'est arrivé en uniforme. Okay. Même au Québec, au Canada, parfait. Régulièrement, ça m'est arrivé de me faire payer des cafés. Il faudrait qu'on se mette tous à faire des petits gestes comme ça. C'est plus une... Ça donnerait comme une marque de respect envers les militaires. Tu as raison, mais en même temps, je suis pas d'accord. Okay. Je suis pas d'accord parce que je pense pas que le vétéran ou le militaire, je vais dire en anglais, deserve un traitement de faveur particulier. Okay. Juste une sensibilité serait suffisante. Puis je pense pas que les vétérans doivent être privilégiés sur la population civile à cause qu'ils ont fait un service militaire. Il y a déjà énormément de commémorations. Il y a beaucoup de services. La population, avec les taxes, contribue déjà au bien-être des anciens combattants. Donc, je pense que juste d'accueillir ces gens-là de façon normale serait déjà un grand pas en avant. Toi, tu as des bons mots envers le système? Le système, oui. Exact. Oui, très, très bons mots. La loi sur le bien-être des anciens combattants est très bien écrite. Elle est favorable aux vétérans parce que ça donne le bénéfice du doute. Je n'ai jamais compté à personne. Je vais te le raconter. C'est que
au début de ta carrière, tu vas faire un bilan de santé. On va prendre une photographie de ton corps, on va prendre une photographie de ta santé en général. Si tu n'as pas de pathologie à ton dossier, puis à l'époque, de toute façon, avec certaines pathologies, tu ne pouvais pas rentrer dans le système. Et là, les critères se sont assouplis pour le recrutement. Mais à l'époque, cette photographie-là, là, au sens imagé, si tu arrives et tu fais, je ne sais pas, 20 ans de service, puis tu arrives à la fin de ton 20 ans, puis tu as eu des blessures, bien souvent, ils ont été répertoriés, dans tes rencontres avec les médecins, avec les spécialistes. Et il y a un document qui s'appelle le CF98, qui est un document d'incident où est-ce que tu rapportes avoir l'incident. Puis ça, c'est pratique pour justement favoriser la décision comment on appelle ça, donc? De ta condition médicale que tu vas soumettre aux anciens combattants. Puis, tu sais, quand tu vas dans l'armée, ces affaires-là, c'est quoi le pourcentage de gens qui peuvent être affectés ou il n'y a pas de pourcentage? Il n'y a probablement pas de statistiques à ce point-là. J'en rencontre énormément. Okay. Si je peux dire quelque chose, j'ai l'impression que c'est les gens toujours les plus sensibles, les plus empathiques qui finissent blessés. C'est là où j'avais un podcast avec Wally récemment. Et Wally, le tireur d'élite, je ne sais pas si les gens le connaissent. Et puis, Wally expliquait ça comme si on avait une carte de crédit. Oui, c'est ça. Et que chaque événement à caractère traumatique ou une blessure de stress opérationnel, bien, ça s'empilait sa carte de crédit sans que tu sois capable nécessairement de rembourser, mettons, le minimum payable. Puis, à un moment donné, c'est là où est-ce que ça devient problématique. Ta carte de crédit est pleine. Et là, tu commences à avoir des signes et des symptômes qui sont difficilement contrôlables. Et là, souvent, c'est que tu t'en vas mettre un genou à terre où il y en a qui vont se péter la face pour mieux se reconstruire, mais c'est un passage obligé. Mettons, juste d'en parler avec les anciens combattants, ces affaires-là, juste jaser un peu avec eux autres. Est-ce que ça fait du bien pour la personne qui... Bien, premièrement, la première étape avec les anciens combattants se fait par le dépôt d'une condition que tu prétends qui est arrivée en service pour avoir justement le mécanisme causal de la blessure et que la responsabilité est à l'institution. Donc, ça, c'est une chose à prouver. Puis l'autre chose à prouver, c'est de trouver l'événement. Donc, dans ton dossier, ton dossier à l'unité ou, comme je l'ai mentionné tantôt, un rapport CF98 qui fait le rapport d'incident. Et d'habitude, tu as des témoins, puis tu as même des gens qui vont avoir déjà fait une déposition par rapport à ce qu'ils vont avoir vécu. Pour les anciens combattants, souvent, il faut avoir... La première étape, c'est de vouloir le faire. Et quand on sort de l'armée, le grand défi, c'est qu'on est souvent scrap, blessé, on a été encadré, on a été contrôlé pendant plusieurs années. Puis la première chose que tu veux en sortant de là, c'est d'avoir la crise de paix. OK. Tu veux, puis souvent, quand tu sors de l'armée, plusieurs ont sorti médical, plusieurs ont sorti avec un goût amer dans la bouche. Donc, tu n'as pas nécessairement confiance en l'institution, systématiquement. Donc, tu vas prendre du temps, souvent, de te rétablir un peu avant de recommencer à dire, je vais faire confiance à la machine parce que il y a des résultats positifs autour de moi. Puis, je vais te le dire, j'accompagne beaucoup d'hommes et de femmes dans les prestations d'invalidité. Et si on suit le processus d'appel, parce qu'il y a des avocats qui nous sont assignés lorsqu'on dépose une condition et qu'on est décisionné défavorablement, il y a des paliers d'appel dans un tribunal administratif. Je n'ai jamais connu quelqu'un que son dossier faisait du sens, qui n'avait pas été décisionné favorablement. OK. Mais il faut que ça parte de soi. Il faut que tu aies la volonté et la capacité. C'est là qu'est l'enjeu. Quand on sort, souvent, on n'a pas la capacité de remplir des documents pour avoir les soins et les services. Le pourquoi, il y en a beaucoup qui vont dire, les anciens combattants, c'est de la crise de mort. Parce qu'ils n'ont pas la capacité intellectuelle, physique, du moins circonstanciellement, d'être capable de faire l'administration nécessaire. Mais de plus en plus, les Légions royales canadiennes vont fournir du personnel pour accompagner ces vétérans-là qui sont en transition pour faire la déposition de leur prestation d'invalidité. Puis ces gens-là, c'est-tu, en général, c'est ceux qui ont été au combat, ces affaires-là, non, qui reviennent? Ou ça peut être juste, mettons, ils n'ont pas fait de combat, ils n'ont pas été...
dans d'autres pays. La définition du vétéran, c'est souvent ça que j'entends quand je sollicite quelqu'un pour venir sur mon podcast. C'est qu'ils disent « Ah, moi, j'en ai pas fait assez. » Il y a du monde qui en ont fait plus que moi. Il y a du monde qui ont touché à des choses plus hautes que ça. Je me considère même pas comme un vétéran. Aujourd'hui, si tu fais les recrues, l'école de leadership de recrues des Forces armées canadiennes, et tu as réussi, puis on t'a donné ce qu'on appelle dans le jargon le cornflake, qui est la badge des 3 forces, tu es considéré comme un vétéran. Donc, il est possible que ta carrière, pour une raison ou pour une autre, a été de courte durée, que ton métier a été peut-être un métier de support, mais ça ne veut pas dire que ton service militaire est négligeable pour autant. Au contraire, une armée, ça fonctionne avec plusieurs spécialités, des métiers de support, des combattants. L'important, c'est de comprendre que sans un d'entre eux, on n'est rien. Il faut avoir fait la guerre pour réaliser que tu as besoin de tout le monde. C'est quoi la moyenne d'âge des vétérans? À peu près, là, ceux qui... Encore une fois... 35-40? Je pense que 250 000 vétérans au Québec présentement. Je ne me souviens pas du nombre au Canada. Ça peut peut-être être proche d'un demi-million. Vivants. Je pense que c'est ça, les statistiques. Corrigez-moi si je me trompe, mes frères et mes sœurs d'armes. Et de ce nombre-là, il y en a une grande quantité qui sont encore dans leur vie active, comme moi. Les combattants de l'Afghanistan, souvent, sont dans une vie active. C'est eux que tu vas voir le moins souvent, je veux dire, faire de la commémoration. La commémoration appartient davantage aux générations qui ne sont plus dans leur vie active. Comme on commence à voir beaucoup de gens de la Bosnie, des gens qui ont fait Chypre, d'autres missions, parce que les vétérans de l'Afghanistan sont encore occupés, ils ont des familles, ils ont des jeunes enfants. Souvent, ils ont retrouvé une vie civile satisfaisante. Tu ne les verras pas, mais on est très, très, très nombreux au Québec, au Canada. Puis, tu sais, il y a des questions qui se posent pas. Là. Quand on parle avec un vétéran, il y a des questions qu'on va pas... Il y a des questions qu'on ne peut pas poser à quelqu'un. Je pense que tu peux poser toutes les questions, sauf que... Je pense que tu peux poser toutes les questions. Mais il y a une façon de le faire. Avec certains vétérans, ça pourrait être un déclencheur. Okay. Donc, je pense que c'est juste de faire attention puis de demander si tu peux poser toutes les questions. Mais avec moi, tu peux poser tout ce que tu veux. Non. Mais, OK, tu as fait 20 ans dans... 20 ans dans l'armée. OK, puis ensuite de ça, quand tu es sorti de l'armée, tu as pris une pause, sûrement? En fait, non. Avant même ma sortie, parce que j'ai commencé ma psychothérapie avant de sortir de l'armée. J'ai commencé ma transition vers la vie civile un peu avant de sortir de l'armée, ce qui m'a permis de me préparer, tout en étant soutenu avec mon salaire des Forces armées canadiennes, à une deuxième carrière. Personnellement, je suis très hypothéqué au niveau de ma tête avec le PTSD et mon corps. Mon corps est pratiquement invalide. J'ai de la douleur comme 9 sur 10 en me levant du lit le matin. Donc, mon travail, gestion de la douleur, maintien des acquis, puis après ça, c'est de faire ce que tu es capable de faire pour justement amener de l'eau au moulin, nourrir ta famille et de continuer à évoluer dans la société pour que ça goûte bon. J'ai juste oublié ta question. La question, c'est que, en fait, ce que tu as fait en sortant de l'armée, ça a pris combien de temps? Tu as pris une pause, mais après ça, est-ce que tu t'es lancé dans l'humour? Exactement. J'ai pris ma retraite en 2018. Tu as entendu tantôt que j'ai commencé à l'École nationale de l'humour en 2018. Je suis sorti en 2019. 2018, je commençais à l'École nationale de l'humour. Donc, déjà là, j'avais en avant de moi des beaux projets et je tripais ma vie. Parce que je réalisais que, en plus d'aimer le stand-up comme un fou, puis de m'en avoir servi toute ma vie, j'ai fait du stand-up que j'ai pris à la télévision, dans des productions de Juste pour rire. La façon de livrer un gag, la musique, la rythmique, et c'est ce que je faisais dans l'armée. Je faisais rire les autres. J'attendais toujours le bon moment pour lander une joke, pour justement que tout le monde soit dans un état beaucoup plus confortable, parce que l'humour sert à ça. L'humour sert à passer des moments difficiles, sert à relâcher des tensions, sert aussi à se retrouver
comme frère et comme sœur d'armes quand ça te parle. Puis à ça, on avait beaucoup de roast aussi. Le bien cuit, c'est pas quelque chose de récent. On a toujours utilisé ça au Québec. Donc, pour moi, je suis arrivé sur les planches avec déjà cette capacité-là de lander des jokes, j'avais le sens du punch parce que j'avais fait ça pendant 20 ans. Donc, pour moi, c'était naturel de m'en aller vers là. Et je réalise sur scène à quel point ça vient m'envahir de bonheur, en même temps que j'ai la trouille de ne pas faire la job sur scène, puis que si on me donne 5 minutes, il faut que je sois pertinent pendant 5 minutes, il faut que je sois drôle pendant 5 minutes. Donc, c'est tout un défi. La préparation avant de monter sur une scène ressemblait beaucoup à la préparation au combat parce qu'il y avait un risque. On s'entend que ce pas les mêmes risques. Non, mais il y a quand même un risque que les gens n'aiment pas ce que tu fais. Puis étant donné que j'aime être aimé de tout le monde, je travaillais fort justement pour pas me mettre à risque et être capable de sortir de là dans une situation gagnante, de vivre, de faire un gain émotionnel de ça qui allait durer plus que le spectacle, mais qui allait durer dans le temps 1 journée, 2 journées. Puis quand je réalise ça, j'ai dit, wow, il faut que je propose ça à mes frères et mes sœurs d'armes, de vivre pas juste les arts de la scène, pas juste de vivre une passion, le stand-up, mais de vivre une grande charge émotionnelle positive, puis à quel point ça avait un impact sur le rétablissement dans les moments difficiles. Parfait. Ben, un peu comme moi, là, on a dit que je t'ai dit que j'avais eu des problèmes de jeu. Ouais. Puis depuis ce temps-là, j'ai parti un podcast, puis ça m'aide. Là, on dirait que ça m'empêche de penser. T'as pas le goût d'aller jouer. Non, pas tout. Parce que tu es occupé à quelque chose. Occupé à quelque chose. Ma tête qui t'envahit positivement autant que le gambling. Qu'est-ce que tu préférais le plus dans le gambling? C'était quoi ton jeu de prédilection? C'est les machines à sous là, sur Internet. Okay. Là. Mais ça allait me chercher des émotions. Ça allait me chercher toutes les émotions. Dans une journée, là, je pouvais jouer une journée complète. Mettons, je commençais, là, j'étais excité. Je vais gagner de l'argent. Là, après ça, tu gagnes pas. On va réessayer. Hop, là, tu commences à monter. Là, tu montes, là, tu es content. Là, tu atteins un high. Là, tu viens, dans ta tête, tu viens de tout clairer tes dettes. Là, tu voyages. Puis, je vais faire ça avec ça. Mettons, tu gagnes 20 000. Mais as-tu gagné suffisamment pour justement être capable de considérer que tu allais payer tes dettes et faire des voyages avec ça? Je montais assez haut. Mais dans la même journée, je descendais au plus bas. Fait que la journée où je m'ennuyais, mettons, je me mettais à jouer, mais à la fin de la journée, j'étais encore plus bas que la fois que je m'ennuyais dans la maison chez nous. Mettons que je t'ai rendu vraiment un des pires trous de cul parce que je venais de dépenser 19 000 mettons, en une journée, puis j'aurais pu clairer toutes mes dettes, mais je revenais que j'avais moins 500, moins 1000 parce que c'est ça que j'avais dépensé dans la journée. Fait que c'est ça que aujourd'hui, je dépense un petit peu pour mon podcast, ces affaires-là, mais c'est rien à comparer. Puis ça me procure vraiment une joie, tu sais, puis une satisfaction de réussir quelque chose. Puis ton boss, il tient. Puis mon boss, tu l'as confié tantôt. Je suis à l'épicerie, puis les gens me parlent du podcast, puis ça leur fait du bien. Fait que, imagines-tu, ça, c'est la deuxième vague de satisfaction de faire quelque chose de positif. Est-ce que tu le réalisais d'une année à l'autre que tu faisais juste t'appauvrir, que tes gains ne faisaient pas en sorte que tu faisais un gain en capital? Tu le réalisais-tu? Tu faisais-tu les mathématiques ou tu essayais de ne pas voir ça? Mettons, quand on me posait la question, ouais, mais t'as mis combien dedans? Oh non, j'arrive kiff. Mais moi, dans ma tête, j'étais tout le temps égal. J'avais gagné, j'avais retiré, mais je n'avais remis. Mais moi, dans ma tête, j'étais tout le temps égal. Mais je n'étais jamais égal. Donc, tu te mentais à toi-même. Je me mentais à moi-même. Ouais. Puis si on prenait, mettons, toutes je vais appeler ça de l'investissement, tout l'argent que tu as mis en gambling, ça équivaudrait à quoi aujourd'hui? As-tu une idée? Oui. Moi, je crois que c'est dans les 6 chiffres. OK. Fait que... C'est énorme, hein? Oui, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est quoi qui t'a dit, là, c'est assez? C'est parce que là, je commençais à mentir à ma femme. À un moment donné, ben là, j'ai dit c'est assez parce que là, j'avais atteint le fond. Ouais. Puis là, je l'ai avoué à du monde où, justement, comme ma soeur, ma femme,
que là, j'avais un problème. Il fallait que je m'en sorte. Puis là, c'est à partir de ce moment-là, je me souviendrai toujours, le 11 janvier. Puis, quelle année? De cette année. 2025? Oui. OK. Puis ça va super bien. Mais est-ce que ta famille t'a accueilli là-dedans? Moi, je pensais que on me chicanerait. Là. Ouais. Je pensais qu'on... Mais non, ça a été tout le contraire. Puis c'est ça qui est venu me chercher. Puis c'est ça qui m'a donné encore un boost de plus pour... Hey, elle est derrière moi, là. Surtout ma soeur, maintenant, elle est derrière moi. Je continue. Je lâche pas. Cette fois-là, je la décevrai pas. Je décevrai pas mon entourage. Puis c'était rendu que, tu sais, je faisais des promesses. Mettons aux enfants. Ça, c'est la pire affaire. C'est une promesse. Tu peux pas le... Ouais. T'as plus d'argent, là. Ouais. Fait que ça, c'est la pire affaire. En plus là. de faire mal Ça aux faisait enfants. mal. Ouais, c'est ça. Puis faire mal à long terme, parce que la mémoire des enfants... Ouais. Puis à un moment donné, tu sais, tu réalises, mettons, sans le vouloir, mettons, ta fille de ton 23 ans, elle lâche ça comme ça, tu sais. Ouais, mais encore des promesses de pelle, tu sais. Mais ça est venu le chercher, là. Ouais. Mais Parce que là, tu réalises que ta famille a plus confiance en toi. c'est ça, ouais. Ouais. Puis je m'en... Puis tu te tapes sa tête parce que c'est toi qui crée ce comportement-là. Ouais, puis tu sais, moi, tellement... Tu sais, je le cachais tellement qu'à un moment donné, tu dis... je me mentais à moi-même, mais tu sais, c'est pas grave, tu sais, c'est juste moi. Je vais m'en sortir. Mm-hmm. Mais là, faut que tu te débrouilles pour faire l'épicerie, faut que tu te débrouilles pour payer tel compte. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai un bon salaire, je travaille dans un... Je suis débardeur au port de Trois-Rivières, Bécancour, puis... Ouais, ça va pas être un mauvais salaire. Puis, tu sais... Avez-vous beaucoup de problèmes avec les stupéfiants, avec le crime organisé? Non. Comparativement Jamais. à Montréal? Non, c'est fermé, nous autres. OK. Puis, je sais pas où est-ce que je m'en allais. Excuse-moi. Pas trop. T'es coupé. Non, mais c'est tout ça pour dire que je m'en ai sorti, puis quand j'ai vu que j'avais du monde en arrière de moi pour me soutenir, Ouais. ça m'a fait du bien, puis tu sais, on a chacun nos problèmes. Tu sais, c'est quand tu vas chercher la source, des fois tu vas chercher la source, pourquoi que... pourquoi ça t'arrive? Pourquoi que tu te mets à jouer? C'est l'ennui. Mais pourquoi tu t'ennuies? Parce qu'il y a d'autres choses, puis il y a d'autres choses. Je suis allé chercher le bobo pour m'aider. J'ai arrangé ça. Je me suis arrangé pour que ça marche. Puis aujourd'hui... Mais t'étais-tu quelqu'un qui sortait de chez eux? Ou t'étais plus quelqu'un de sédentaire? T'étais plus... Non, je sortais gros. Moi, je sortais gros avant. Je me suis renfermé. Mais ça, c'est par rapport à un autre événement qu'on pourrait rencontrer. Je pourrais te raconter ça hors des ondes. Ça a été dur. Tu veux pas le raconter? Ouais, c'est parce que c'est en cours encore. Puis, OK. Je comprends. Puis ça, c'est venu le chercher émotionnellement. Là, quand... ça a été le déclencheur un peu de ta consommation de jeux? Non, mais ça n'a pas aidé. Mais sauf que cet événement-là m'a fait réaliser que... Parce que moi, tout allait bien. François, c'est le gars qui est tout le temps joyeux, ça va bien, toute sa vie va bien, il a un bon job, d'affaires-là, la famille. Mais la journée où ce que tu te rends compte que tu as un problème psychologique ou il y a quelque chose qui t'affecte mentalement, ça m'arrive moi aussi. Là. Oui. C'est là que là, tu comprends mieux les autres personnes. Mais ça, je le comprenais pas, mais je n'étais pas capable de me mettre dans la peau d'une personne qui avait quelque chose au niveau mental. Puis là, ça c'est venu m'atteindre. Puis aujourd'hui, je la vis autrement, puis la vie est plus facile. Est-ce que tu vois ça comme une gestion des méfaits ou tu es abstinent complètement du jeu? Je suis abstinent, ouais. OK. Est-ce que tu vises l'abstinence complète? Ouais, parce que, tu sais, mettons, on m'invite pour aller jouer, mettons, au poker, cette affaire-là. Ouais. J'achète même pas de gratteux, j'achète, tu sais, tout ce qui est gagé, quelque chose. Tu sais, j'embarque pas là-dedans, mais tu sais, même si c'est pas ça qui me ferait déclencher, là. Mais mettons, tu vas aux Aigles de Trois-Rivières ici, puis ils vendent des moitiés-moitiés, vas-tu en acheter? Ouais, à gang, mais tu sais, c'est pas... c'est pas ça qui va te déclencher pour non, c'est vraiment la nuit, tu sais, je suis tout seul à la maison, là, j'ai une pulsion qui te rentre dans le corps, puis OK, là, je vais, tu sais, puis non. Là, tu perds le contrôle, puis vraiment, perdre le contrôle, je l'ai perdu, le contrôle, puis j'ai pas aimé ça. Fait que, aujourd'hui, ça va super t'as pris ta vie en main. Félicitations. Ouais, puis j'ai réussi à éclairer quand même toutes mes dettes en peu de temps, grâce à ma job, dans le fond. Là. Ah oui, t'as un très bon emploi. Ouais. Puis,
C'est sûr, c'est une tranche de vie, mais je l'ai peut-être parlé un peu dans mon... Quand je passais moi-même à mon podcast. Ouais. J'aimerais ça d'être invité à d'autres podcasts, parler des affaires comme ça. J'aimerais ça à un moment donné. Puis, pour finir avec, avec toi, là, T'étais-tu à l'aise que t'étais dans le siège de l'invité plutôt que... Ah, ben oui. Puis j'aimerais ça me faire questionner, puis que ça soit moi Mais encore une fois, je pense qu'il faut être à une distance, puis si tu as des choses en cours, attendre que les choses se placent avant de... Ben, je parlerai pas de ça, mais tu sais, le problème de jeu, ça peut aider quelqu'un. J'ai essayé d'aider, mais souvent, si la personne ne veut pas s'aider... Mais je te confirme que ce qu'on fait là, qu'on en discute, va sensibiliser des gens. Le podcast, c'est puissant. Ouais. C'est puissant, puis je t'en parlais en pré-entrevue, ça donne la possibilité de reconnecter avec l'être humain. Mais toi aussi, t'as... Oui, j'ai fait un transfert de dépendance, bien entendu, mais moi, c'est avant de rentrer dans l'armée. C'est là où est-ce que j'ai été le plus endetté. J'avais 30 000 $ de dette à cette époque-là sur des cartes de crédit. Puis c'est difficile quand tu commences, quand tu démarres ta vie, puis tu as autant de dettes. L'armée m'a permis, puis c'est peut-être inconsciemment une des raisons pour laquelle j'ai joint un emploi avec une stabilité financière, un bon emploi avec une bonne paye, parce que j'avais le désir de payer mes dettes. Dans ma tête, puis jamais... Même que je ne savais même pas c'était quoi une proposition consommateur ou une faillite à cette époque-là. Dans ma tête, je voyais juste la seule solution pour moi, c'était de payer mes dettes, puis de joindre les Forces armées canadiennes allait me donner la possibilité de payer mes dettes. C'est arrivé seulement plus tard dans l'histoire, après en fait ma première mission, parce que quand on servait à cette époque-là, Outre-mer, ma première mission 2004 Kaboul, on ne payait pas d'impôts au Canada pour le temps du déploiement. Donc, ça laissait beaucoup plus d'argent dans tes poches. Ce qui m'a permis, après ma première mission, de clairer toutes mes dettes puis de repartir à neuf avec une nouvelle éducation au niveau de la santé financière aussi. J'avais, à cette époque-là, un beau-père qui savait faire de l'argent. Et ce beau-père-là m'a transmis énormément de connaissances puis de connaissances puis de trucs pour justement avoir une bonne santé financière, d'être capable de faire de l'argent, comme on dit. Parce que c'est pas donné à tout le monde d'être capable de faire de l'argent. Non. Mais c'est important que si tu es capable de faire de l'argent, d'être capable d'aider les autres qui sont moins capables de produire de la richesse. Tu sais, on parle de salaire dans l'armée, c'est des payes à la semaine, genre, au mois? Ou c'est... Moi, c'est pas des salaires extraordinaires, malgré que récemment, ils ont bonifié les salaires pour une bonne raison. Un, la rétention, puis deux, parce qu'on souhaite engager 15 000 soldats supplémentaires. Il va y avoir des primes, sûrement, qui vont être offertes pour certains métiers spécialisés. Exemple, si tu arrives déjà puis tu es policier dans le civil, il est possible qu'on te donne une prime pour venir servir les Forces armées canadiennes parce que on n'aura peut-être pas à investir autant dans ton développement ou du moins tu vas être rentable d'une façon plus rapide. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais il y a souvent eu des primes à l'embauche pour des spécialités. Et c'est quoi ta question? Ben, c'est des salaires, c'est à la semaine? Non, c'est payé 2 fois par mois, le 15 et le 30 de chaque mois. C'est une solde qui a une imposition relative, dans le sens qu'ils vont t'enlever un certain pourcentage, mais tu peux aller voir l'organisation pour t'en faire enlever plus, comme n'importe quel travail de fonctionnaire, pour que la fin de l'année, t'en payes plus ou moins. Là. Mais pas que tu tombes dans les acomptes provisionnels. Là. Tu ne pourrais pas tomber dans les acomptes provisionnels parce que, justement, le système fait en sorte qu'ils vont te retenir de l'impôt à la source. C'est des salaires raisonnables, considérables. Tu ne deviendras pas riche. Okay. Si tu as vraiment une grande capacité de créer de la richesse, si tu as une fibre entrepreneur, c'est un salaire de fonctionnaire. C'est ça que c'est. Donc, tu fais un peu le deuil de faire beaucoup d'argent, à moins que tu prennes ton temps pour créer des entreprises à l'extérieur de l'armée. Ce que moi, j'ai fait parce que je ne voulais jamais voir tous mes œufs dans le même panier. J'ai eu une entreprise de gestion. En fait, je faisais de la sous-traitance rapidement dans ma vie sur des contrats de paysagement. Donc, je faisais juste sous-contracter le travail. Le contrat, j'allais chercher.
puis je prenais ma part de profit. Ça a été ma première entreprise. J'ai eu un organisme à but non lucratif pour justement aider les gens à faire des gains émotionnels engagés auprès d'une autre personne pour favoriser leur établissement. Ça s'appelait Mark for Life Canada. J'ai fermé pendant la pandémie. Éventuellement, je vais probablement la réouvrir, si c'est possible de réouvrir un OBNL. Puis c'est enregistré au niveau fédéral. Je ramassais des fonds et je vais te donner un exemple concret. Je donnais la possibilité à quelqu'un qui était atteint par un syndrome de stress post-traumatique de s'impliquer auprès d'un enfant dans la pratique d'une activité physique ou un loisir. Donc, je lui donnais les moyens de sortir de l'isolement, de s'impliquer auprès du jeune, d'accompagner le jeune dans un processus de valorisation. Ça fonctionnait super bien. Je te dirais que ce projet-là n'est pas mort en soi parce que j'ai créé un programme avec des vétérans blessés aujourd'hui. Je les enseigne à faire du stand-up, d'écriture humoristique, présentation numéro, formation d'environ une 20aine d'heures sur un week-end. Et une fois par année, je les invite à monter sur scène. Puis je ne veux pas en faire des humoristes de la relève. Je veux juste qu'ils apprennent à faire du stand-up, vivre un événement unique, monter sur scène et se lancer dans le vide, partager la scène avec un humoriste connu du Québec. Cette année, le mentor de cette gang-là, c'est Nadine Massy. Le 8 novembre prochain, les vrais vétérans de l'humour, c'est ça le titre du spectacle, vont se produire en direct du Comédia. Les billets sont déjà en vente sur le site du Comédia Club. Mais je veux que tu m'enseignes à écrire un numéro puis le faire. J'aimerais ça le faire parce que mon 50e épisode, j'ai promis à mes auditeurs qu'on le faisait en salle avec des humoristes, chanteurs, d'affaires-là. C'est vrai? J'aimerais ça participer à ça. Tu vas être la bienvenue. En échange, je vais t'aider à écrire en 3 minutes. Parfait. Puis je pense que le monde va être bien content. Je vais te demander, puis c'est un peu un devoir que je vais te donner à tes auditeurs qui souhaitent peut-être un jour vivre ce petit moment-là. Peut-être même que vous avez le goût de participer au Gang Show parce que c'est un peu comme ça que j'ai été découvert. Regardez-vous dans la glace, dans le miroir, puis dites-vous qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce que les gens trouvent de différent, qui est significatif pour être mentionné à tout le monde, puis tout le monde va comprendre la référence. Ouais. Fait que ça pourrait être, puis c'est souvent quelque chose de très physique au début, là. Ça peut être les dents, ça peut être les cheveux, ça peut être la stature, ça peut être le poids, mais trouver une façon. Puis au début, c'est ça qui est le plus difficile, c'est de faire de l'autodérision. Donc, il faut que tu sois capable de rire de toi-même. Parce que si tu es capable de rire de toi-même, tu vas être capable de rire des autres, puis les autres vont te permettre de rire des autres parce qu'au préalablement, tu ris de toi. Donc, la première étape, c'est de trouver qu'est-ce qui est drôle chez toi, puis est-ce que tu es à l'aise, est-ce que tu es suffisamment détaché pour être capable d'en rire, puis d'amener les gens à rire, pas de toi, de rire avec toi de cette particularité-là. En fait, moi, il y a un personnage qui me suit depuis des années, fait que d'après moi, je vais utiliser ce personnage-là. Là. Mais écoute, j'aimerais bien ça faire. Ça, c'est mon rêve, dans le fond. Oui. C'est quoi le personnage? Ben, c'est un monsieur qui a un double sens. Je veux dire, il pense différent des autres, là, mais je pourrais peut-être te le montrer. J'enverrai une vidéo. Là, mais, parce que c'est important de choisir un personnage en fonction aussi de son casting. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu projettes? T'sais, exemple, sur scène, tu ne peux pas être quelqu'un d'énergie si tu n'es pas quelqu'un d'énergie dans la vraie vie. Sinon, tu vas surjouer, tu vas te dénaturer, puis tu n'auras pas une authenticité. Puis ce qui est payant dans le podcast, comme en humour, c'est d'être authentique, d'être vrai. Donc, les gens ne voient pas que tu joues quelque chose. Dans le cas d'un personnage, c'est complètement différent. Mais il faut que le personnage colle à ton casting. Qu'est-ce que tu es capable de vendre? Puis je te vois en pédophile. Non, mais c'est ça. C'est une blague, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. J'aurais pas pu jouer sur scène quelqu'un d'idiot et d'imbécile, je pense. Okay. J'aurais pas été capable. Ouais. Ça aurait été trop dénaturé. Malgré que tout se joue. C'est ça. Ben moi, mon personnage, c'est un peu un gars qui va voir autrement que les autres. Mettons, c'est évident quand tu vas faire ça, mais non, lui, il va faire d'autres choses qui vont être... Colin, ça se fait pas. En tout cas, je te montrais un peu de quoi il a l'air, ce personnage-là. Je l'utilise justement dans un podcast qui se trouve d'être... Ça s'appelle Le Songe. C'est des gars qui se réunissent à tous les samedis. Comme les rêves? Ouais, ils songent à... C'est des songeurs, là. Okay. Puis c'est 3 gars, puis des fois, ils invitent du monde.
Puis l'autre fois, ben, je suis allé comme en troll. Oui. Puis l'auditoire a bien aimé ça, ce personnage-là, parce que, ben, en fait, au début, il pensait que c'était vrai. Puis il y en a qui m'écrivaient en privé à savoir si c'était moi ou si c'était-tu arrangé. Ou... C'était-tu un costume? Moi, j'avais une perruque, des lunettes, puis... OK. Mais en tout cas, c'est... Fait qu'après ça a permis de mousser un peu mon podcast parce que le monde a été s'abonner à mon podcast. C'est quoi le nom du podcast dans lequel tu fais une apparition? Le Songe. Le Songe? Oui, ça s'appelle Le Songe. S-O-N-G. Ils sont en direct à tous les samedis soirs. OK. Non, mais pour inviter les abonnés peut-être à découvrir ce podcast-là, puis aller découvrir c'est des gars ta performance. Je peux pas le mettre sur la page. Là, mais je pense que oui. Je pense que les gens qui te suivent sont intéressés à savoir tout ce que tu fais. Donc, moi, je vais aller voir ça. Puis, en terminant, oui. Je pose tout le temps la question, quelqu'un qui veut suivre tes traces, là, mettons, c'est quelqu'un qui va aller dans l'armée. Il faut faire un peu beaucoup de stéroïdes, de la drogue de temps en temps. Tu dirais quoi comme conseil? Je dirais d'apprendre à se connaître. Parce que l'armée est pas donnée à tout le monde. C'est une nature particulière. C'est très confrontant. Ça confronte, premièrement, toutes tes limites. Si tu es hypersensible, si tu es empathique, sache qu'il est possible que ça t'affecte beaucoup plus que les autres, puis que tu as des limites que tu dois franchir dès le départ. Renseignez-vous bien sur les métiers. Ce n'est pas tous des métiers de combat. Il y a des métiers de support. C'est possible de joindre l'armée comme réserviste aussi pour un moins grand engagement. Mais sachez-le, vous avez la possibilité de façon volontaire de déployer, exemple, s'il arrivait un autre Afghanistan, vous avez la possibilité de ne pas déployer si vous n'êtes pas disponible à ce moment-là. Donc, c'est davantage... tu ne signes pas un chèque en blanc, donc c'est une autre façon de servir les Forces armées canadiennes. Puis des fois, peut-être, ça peut être une belle porte d'entrée pour quelqu'un qui dit « Moi, je suis juste pas sûr que je veux m'embarquer là-dedans à 100%. » En fait, tu vas t'embarquer à 100%, mais ça ne sera pas 100% du temps. Et il considère que tu as une vie civile, de là l'engagement de la réserve. De le faire pour les bonnes raisons. De le faire pour les bonnes raisons. Puis c'est drôle parce qu'à Choix Radio X, l'année passée, j'avais suggéré, parce qu'il manquait 15 000 recrues, j'ai dit pourquoi que les Forces armées canadiennes ne vont pas proposer à l'immigration spécialisée qui voudrait servir les Forces armées canadiennes d'acquérir leur citoyenneté canadienne. Je sais qu'il y en a qui vont crier parce qu'ils vont dire « Ouais, mais on peut pas être certain. » Et je veux rassurer les gens parce que c'est très long d'avoir une cote de sécurité. C'est très long, les enquêtes en arrière du recrutement. Donc, soyez rassurés que même si un jour, on ouvre la porte à des recrues qui nous viennent de l'immigration sans avoir été citoyens canadiens à prime abord, ça pourrait vraiment favoriser, leur intégration, deux, leur sentiment d'appartenance à ce pays-là. Et ça pourrait être très, très, très positif, je pense, pour les Forces armées canadiennes, pour le Canada. On peut aller te voir sur ton site Internet. stevenbilodeau.com. Des fois, je manque un peu de temps pour rentrer toutes mes dates. Donc, suivez mes réseaux sociaux. TikTok. Facebook, Instagram, TikTok. Steven Bilodeau humoriste. On ne peut pas se tromper. Non. Si vous avez oublié mon nom, allez googler vétéran humoriste. Je devrais me présenter la face d'un première recherche. Malgré que vous avez un Steven Bilodeau ici, dans la région de la Mauricie. C'est un jeune homme que j'ai passé en entrevue, un jeune homme qui veut faire de la politique, qui fait de la politique depuis son tout jeune âge, puis il représente très, très bien votre coin, je vais le dire comme ça. Donc, je le salue, Steven Bilodeau, qui un jour va clairement me dépasser en termes d'accomplissement. Puis lui, il va apparaître le premier sur les moteurs de recherche. Donc, réseaux sociaux, sinon... Allez vous abonner à ma chaîne YouTube, Steven Bilodeau, humoriste. Le Soundcheck Podcast. Downloadez l'application Radio Crash pour avoir accès, premièrement, en exclusivité au contenu audio du Soundcheck Podcast. Puis on présente tous les saisons du Soundcheck Podcast est disponible en audio. Si vous voulez le trouver, les camionneurs surtout, allez downloader l'application de Radio Crash. C'est gratuit. Et découvrez mon nouveau podcast, Feu à volonté, avec mon co-animateur
Fred Gamache, j'ai beaucoup de projets. On retourne en écriture et en tournage pour le kitdujobber.com. Ah oui. Je pense que c'est le 15 octobre qu'on fait ça. Donc, des nouvelles vidéos vont s'en venir. On commence à tourner des capsules pour la fromagerie Victoria parce que là, on rentre justement dans les semaines de commémoration. On va arriver jusqu'au jour du souvenir. Vous savez que les fromageries Victoria sont très impliquées auprès des militaires et des vétérans. Je suis super honoré d'être le porte-parole cette année de cette campagne-là. Et il y a un projet de documentaire. On est en attente de financement avec Production Aïcha pour un documentaire sur les vrais vétérans de l'humour, ma gang de vétérans qui vont être en spectacle le 8 novembre prochain, Comédia Club de Québec. Venez voir ce programme-là. Venez voir les gains émotionnels que ces hommes-là et ces femmes-là font sur scène. Puis je te le dis, mon gars, c'est drôle, là. C'est drôle parce que c'est un peu comme le gang show. Tu sais pas à quoi t'attendre. Il va arriver quelque chose, mais c'est toujours fourette. Fourette dans une ambiance où est-ce qu'il y a de la solidarité, il y a de l'entraide, il y a... c'est une ambiance que tu ne retrouves pas dans les autres spectacles d'humour parce que la foule veut que tout le monde sorte de là gagnant. Et je suis un peu plus fier des hommes et des femmes qui se mettent à risque pour leur propre établissement. Ah, c'est good. Ouais. Comme tu as pu voir, on a mangé à la pause tantôt, on a mangé de quoi de exact. bon? Hein? Là, au Bistrot Lancette. Le nom du restaurant. Bistrot Lancette. Bistrot Lancette. Ah, oui. Ils nous ont fait un carpaccio de bison. C'était succulent, avec un peu de pesto, avec le petit fromage, là, aide-moi, Simonac. Parmesan? Non, pas le parmesan. Non, je me souviens pas. C'est comme toi, j'ai boursin dans la tête. C'est pas ça. Les affaires de le mozzarella frais. OK. Ouais. Ça se peut. Avec des petites épices. Ah, c'était délicieux. Je sais juste que c'était bon. Là. Merci de nous prêter aussi les locaux pour nous permettre d'avoir cette conversation-là. Puis Keb, t'offres un petit cadeau aujourd'hui. C'est, en fait, vu que tu es humoriste, un jeu de Kiri. Le jeu Kiri de Gigi. T'offres un petit cadeau qu'eux autres, ils vendent parce que c'est tous des produits québécois. Puis on se présente là-bas, ils offrent un petit cadeau à chaque selon la thématique. C'est Keb, comment t'écris ça? K-E-B. Magasin Général. Magasin Général, ça se situe dans la région de la Mauricie? Oui, c'est en partie ici. Il commence à ouvrir, mais on peut commander en ligne sur Merci pour le ça. site de Kib. C'est très drôle parce que récemment, je pensais à un trend TikTok. Je ne sais pas si je devrais le dire parce que peut-être m'a fait voler mon idée. Malgré qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a été nourri de plein d'idées avant nous, puis des fois, on s'inspire inconsciemment ou consciemment de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vu. Mais j'avais l'intention, sur une chaise, de bâtir un personnage sur une chaise berçante, puis de lire des vieilles jokes. Mais tu sais, des vieilles jokes qui se disent plus aujourd'hui, là, des vieux livres de jokes du Rider Digest, là, j'avais le goût de faire ce genre de trend-là. Bon. Fait que je vais apprendre comment jouer à ça. Je pensais que c'était des blagues. Le jeu qui rit, rire ensoleillé. Donc, c'est bilingue aussi. Je vais lire la carte. Le rire de la crème solaire. Donc, j'imagine qu'il faut que je fasse le bruit de rire de crème solaire. J'imagine. J'ai pas lu les règlements. Ben là, il va falloir que tu comprennes le jeu toi aussi. On jouera le prochain coup. On va jouer ensemble. Alors, merci beaucoup. N'importe quand tu peux revenir. Ça tente de faire plaisir. J'ai adoré mon expérience ici. Merci pour cette bonne bière. Pour la victorieuse. Oui, jusqu'au 11 novembre. Allez vous procurer une victorieuse dans une des 27, bientôt 28 succursales Les Fromages Victoria. Prenez-vous en photo. Vous pouvez saluer la petite canette. Envoyez-moi ça sur mes réseaux sociaux, puis je vous garantis que je vais vous commémorer. On se voit à ton show prochainement. Ouais. À Trois-Rivières, au cégep de Trois-Rivières. Oui, c'est ça. Il reste pas grand place, hein? Non. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Bye.